Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 234 d'art dramatique. De quoi va-t-il être question? Il va être question de convictions de l'acteur. Les convictions personnelles de l'acteur, vous voyez. Alors les convictions, c'est très important. Parce que toute la scène va dépendre de nos convictions internes, intérieures. Ce que Stanislavski appelait l'objectif, super objectif, etc. de l'acteur. Ça obéit à nos idées, à notre idée du monde, tel qu'on voit le monde, vous voyez. Alors, ça c'est une notion fondamentale parce que ça parle aussi à l'inconscient. Nos convictions personnelles, à partir de nos convictions personnelles, on va créer un scénario dynamique qui va influencer notre inconscient, qui va pas l'influencer, mais qui va le modeler, qui va lui donner une structure dans notre esprit, dans notre cerveau, sans que nous en soyons conscients. C'est un phénomène inconscient. C'est une modélisation intérieure du cerveau qui se fait inconsciemment. Et lorsque cette modélisation est faite, ensuite on peut attaquer la scène directement. On n'a plus besoin de penser à plus rien, vous voyez. Tout se fait naturellement sur scène. Parce qu'on a déjà créé le prototype interne. C'est une programmation interne. Et cette programmation interne, bien sûr, à quoi elle va obéir? Elle va obéir essentiellement à nos convictions personnelles d'acteurs. D'où l'importance d'avoir des convictions fortes. Vous voyez, par exemple, un acteur qui a de très grosses convictions dans le cinéma américain, qui a fait carrière mondialement, c'est Gary Cooper, et puis les grands acteurs américains, tout ça. Ils avaient des convictions de la vie, vous voyez. Ils défendaient quelque chose. J'ai plus le nom en tête de cet acteur-là qui faisait... John Wayne, voilà, John Wayne, vous voyez, un peu le défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est contre l'esprit du mal, vous voyez. Dans le Far West, c'était essentiel d'avoir des convictions. Et ces convictions permettaient à l'acteur, justement, de jouer son rôle, de le défendre sur scène. Parce que sur scène, il se passe des tas de choses et c'est l'inconscient qui agit à votre place. Vous ne réfléchissez pas, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le temps de réfléchir, de calculer à tout ce qui se passe sur scène, c'est impossible. Il ne faut même pas parler à un acteur. Quand il joue sur scène, il doit jouer son rôle, vous voyez. Il l'a déjà programmé et tout va se passer normalement. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas contrarier les acteurs pendant qu'ils jouent. Il ne faut rien leur dire surtout. Parce que tout est déjà mis en place dans leur tête. Grâce, comme je vous redis, à l'idéal utopique de l'acteur. Il faut qu'il ait construit un idéal utopique dans sa tête. Et si vous voulez, le monde actuel propose des idéaux utopiques. Vous voyez, on est toujours dans le même... le monde n'a pas changé depuis 30 000 ans, 100 000 ans. On est toujours dans un système d'affrontement entre des forces qu'on appelle les forces du mal, les forces du bien. Et à quel clan vous allez appartenir dans la série des acteurs? Vous allez appartenir au clan de ceux qui veulent la vie facile, ou vous allez appartenir au clan de ceux qui se battent pour obtenir quelque chose. Mais se battre dans le bon sens du terme, à la loyale. Parce qu'il y en a qui se battent en traître. C'est à la déloyale. Parce qu'ils ont des ambitions, ils veulent s'enrichir rapidement. Ils n'en ont rien à faire du monde. Et ce qui compte, c'est leur popo, quoi. C'est Bibi, quoi. C'est tout ce qui compte. Et quand vous êtes un acteur avec sur scène où il n'y a que Bibi qui compte, ça se voit, ça se sent, ça se comprend. Le spectateur,
il n'est pas dupe, et ça sent, vous voyez, ça sent de loin votre état mental dans la scène. Alors, évidemment, tout ça, pour comprendre tout ça, on ne peut pas commencer par là. Quand on joue une scène, on ne peut pas commencer par là. Il faut commencer par l'étude de la psychologie des personnages. Il faut commencer par... Comme je vous ai dit, c'est une construction. C'est comme quand on va jouer à un jeu ou qu'on va faire un métier, on commence par les bases. Et après, petit à petit, on devient de plus en plus, on gravit les échelons petit à petit. Et donc, moi je place l'idéal utopique de l'acteur à l'échelon le plus haut. C'est lorsque vous savez jouer la comédie, vous choisissez votre personnage, vous choisissez ce que vous voulez dire au public dans votre personnage. Le même personnage, par exemple, on va prendre Arsène Lupin. C'est un personnage, mais quel est son idéal utopique, Arsène Lupin? Quand vous allez jouer ce personnage, vous allez être pour le peuple ou pour Bibi. Vous voyez, ça change tout. Vous avez le même personnage qui vole, qui escroque, mais est-ce que c'est pour se faire mousser lui-même ou si c'est pour le peuple? C'est-à-dire que lui s'efface, n'existe plus. Il n'existe plus, mais il devient grand par cet idéal utopique. Vous voyez, on peut jouer Arsène Lupin sous les deux possibilités. Un Arsène Lupin qui voudrait s'enrichir, qui voudrait profiter de la vie parce qu'il est très intelligent, parce que c'est un génie, il va voler, il va rendre aux uns aux autres de l'argent, mais en tout ça, c'est pour se faire mousser lui-même, pour profiter de la vie, lui-même, parce qu'il n'en a rien à fichtre des gens. Ou alors vous avez un Arsène Lupin qui souffre et qui va voler pour redistribuer aux pauvres, mais que lui n'en a rien à faire de se faire mousser. Et il va s'effacer. Enfin, psychologiquement, il va s'effacer. Dans le film, ce sera toujours le même personnage. Pour vous dire, l'idéal utopique, ça se travaille depuis qu'on est enfant. Moi, je sais que dès que j'avais 3 ans, j'avais déjà un idéal utopique. Je savais ce que je voulais dans la vie. Je voyais le monde qui allait mal. Je comprenais tout. Hein. Moi, je ne sais pas, mais j'avais peut-être un don. Voilà, j'avais déjà choisi mon camp. Et cet idéal utopique, il faut ensuite l'incarner dans le rôle. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que là, en ce moment, vous regardez Philou Dingo. Philou Dingo, c'est un professeur d'art dramatique. Et quel est son idéal utopique à Philou Dingo? Est-ce que c'est pour s'enrichir lui-même qu'il fait cette vidéo, pour avoir des clients, pour se faire mousser, pour devenir célèbre, ou est-ce que c'est réellement pour le peuple? C'est-à-dire que lui, il n'en a rien à fichtre de tout ça, des fantaisies, de la célébrité, de tout ça, mais que lui, ça l'importe, c'est le peuple. C'est-à-dire faire du bien au peuple. C'est un peu le même système que je vous dis d'Arsène Lupin. Est-ce qu'il agit pour le peuple ou il agit pour lui? Le même personnage, dans les mêmes circonstances. Et si Philou Dingo, il agit pour le peuple, évidemment qu'il a des idées économiques, il a des idées, comment je peux dire, il a des idées pour enrichir le peuple. Enrichir le peuple, mais le peuple, ça comprend tout le monde, hein. Il n'y a pas des catégories sociales. Le peuple, c'est toute la société. Et dans cette idée d'enrichir la société, vous voyez, on
on peut par exemple, il a une idée bête, moi j'ai une idée, je suis Philou Dingo, j'ai une idée bête, mais je me demande pourquoi on ne créerait pas un parlement, c'est pas un gouvernement, c'est un parlement mondial, il n'a pas pour but de gouverner le monde, c'est juste un parlement de scientifiques et d'économistes qui chercherait à trouver des solutions pour l'ensemble de la planète. Pour que l'ensemble de la planète s'harmonise autour d'idées qui pourraient être bénéfiques pour l'ensemble des hommes. Et ensuite, valider ces idées à chaque gouvernement, distribuer de façon à ce que tous ces gouvernements obéissent à ces idées qui ont été validées par ce Parlement scientifique. D'idées nouvelles, vous voyez. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, si l'idée nouvelle, c'est d'aller dans la Lune parce qu'il y a des intérêts pour le peuple de la planète Terre. À ce moment-là, on valide cette idée pour aller dans la Lune. Si par exemple l'idée, je donne des idées absurdes, mais c'est pour chaque chose qui se passe sur la Terre, avoir un Parlement qui réfléchisse au pour, au contre, et puis qu'ensuite valide ou ne valide pas la chose. Par exemple, actuellement, on est en train de parler sur le vaccin. Bon, ce vaccin, il n'y a pas de Parlement mondial qui puisse discuter, qui puisse valider si c'est bien ou mal. Donc on est remis à qui? Le peuple est remis à qui pour choisir, pour se faire une idée? Il va écouter qui? Chacun va parler dans son coin pour dire le vaccin est bon, le vaccin est mauvais. Non, il faut qu'il y ait un ensemble de scientifiques, un parlement mondial qui discute sur toutes ces questions fondamentales de l'humanité. Où va l'humanité? Qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Qu'est-ce qui est bon que les gouvernements respectifs, que ce soit la Russie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, la Chine, tous ces pays s'harmonisent autour des idées communes pour qu'ils aillent dans le même sens, afin que leur mouvement soit productif et non pas contre-productif. Alors il faut un parlement mondial de scientifiques, d'hommes calés, très intelligents, qui réfléchissent à toutes nos questions mondiales qui se posent. Est-ce que c'est bien, par exemple, l'Azérie attaque l'Artsakh, détruit 10 000 personnes? Est-ce que c'est un bon procédé? Vous voyez, qui c'est qui peut le dire? Vous n'allez pas, vous, dans votre coin, dire « Ah, ça ne me plaît pas, ah, c'est ça ». Chacun, c'est la cacophonie. Il faut quand même qu'il y ait un vrai parlement mondial, pas qui défende les intérêts d'une structure ou d'un pays, parce que si vous avez actuellement, vous avez chaque parlement qui défend ses propres idées, ça ne va pas. C'est la guerre. C'est la guerre totale. Les Américains sont contre les Russes sont contre l'Occident il est contre, etc., etc. On ne s'en sort plus. Chacun veut faire régner sa loi, mais sur quelle base? C'est pour ça qu'il faut un parlement neutre, un parlement mondial, j'entends, qui résout toutes ces questions de conflits dans le monde, qui peut se passer. Par exemple, on décide de prendre la voiture électrique à la place de la voiture essence. Est-ce que c'est bien? Qui c'est qui peut nous le dire? On n'a personne qui a fait des études là-dessus. Et si la voiture électrique, ça provoquait des maladies inconnues, des trucs aberrants, parce qu'on est sous un champ électrique là quand même, quand on conduit une voiture électrique, vous voyez, avec des batteries sous les sièges. Ce champ électrique là que ça provoque, est-ce qu'il n'est pas néfaste pour l'esprit? Par exemple, quand on utilise le portable, on a eu tant de gens qui ont décrié les portables parce qu'ils étaient néfastes, etc. Est-ce que c'est réel? Il faudrait des gens scientifiques, neutres, qui en discutent, pas qui en discutent, qui
qui valide ou qui invalide les choses, de façon à ce qu'on sache où on va dans ce monde et qu'on ne soyons pas livrés à nous-mêmes, en pâture comme ça, aux besoins, aux désirs des uns et des autres. Celui qui a de l'argent, qui commande tout le monde parce qu'il a de l'argent, d'accord, mais c'est pas bien. Il faut quand même savoir où vont les choses. Où vont les choses. Voilà, ça c'est l'idéal utopique, vous voyez, de Philou Dengo, parce que fondamentalement, il a un idéal utopique qui va vers le peuple, parce qu'un acteur, quand vous êtes acteur, vous voyez, vous défendez une cause. Vous êtes obligé de défendre une cause. Quand vous avez tous les acteurs à la télévision, les acteurs américains qui défendent tous des causes extraordinaires. Par exemple, vous avez Colombo, il défend une cause de la justice, vous voyez. Vous avez, en France aussi, on a des acteurs, tous les grands acteurs défendent des causes extraordinaires. Voilà. C'est leur idéal utopique qui parle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que c'était instructif, que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.